Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain se qualifie, accroche, décroche, obtient, récupère, possède désormais son billet, le fameux sésame pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et ça a été très tendu. Aux Signal Iduna Park, les hommes de Luis Enrique donc et les partenaires de Kylian Mbappé qui n'étaient pas contents en coup de sifflet final, on va revenir là-dessus, prennent le petit point du match nul, suffisant, et on voit le soulagement sur le visage de Luis Enrique, suffisant pour les hommes de Luis Enrique, ce match nul un partout, parce que dans le même temps, Newcastle a perdu à la maison à St. James Park. Ça, c'est pas un scénario qu'on avait vu venir. La victoire de l'AC Milan. Eddie Howe, c'est très compliqué, après avoir fait un super début de campagne, après avoir marqué 5 points sur les 3 premières journées du groupe de la mort. Ces hommes finissent avec un seul petit point sur les 3 dernières, et donc sont en bas, tout en bas du groupe. L'AC Milan, troisième, se qualifie et est en Europa League. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui rejoint Dortmund. Dortmund reste premier, le PSG reste deuxième. Statu quo tout en haut. Et c'est un peu un miracle. Mais en même temps, bon, un peu mérité aussi. Le Paris Saint-Germain a généré tellement d'occasions dans ce match qui ressemblait à bien des égards à celui qu'on a vu contre Newcastle il y a 2 semaines. C'est le même score. C'est un petit peu la même physionomie sur le volume d'occasions créées par Paris. Le PSG est qualifié, c'est le plus important. On va faire le débrief tactique, on va raconter tout ce qu'il y a à raconter. Mais les adversaires, on les connaît aussi parce que cette 6e journée de phase de groupe de Ligue des Champions, la dernière de l'histoire, on le rappelle, avant le changement de formule de LDC saison prochaine, a livré tous ses enseignements. Ce sera lundi à midi 30, le tirage de l'UEFA. Ce sera soit le Bayern, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atleti, City ou le Barça. Du très lourd en face du Paris Saint-Germain. Et ça, ce sera pour dans quelques jours. Mais en attendant, comment est-ce que ce Paris Saint-Germain se présentait? La grosse surprise, c'était peut-être l'absence de Manuel Ugarte et la titularisation de Kang In-lee à l'intérieur du jeu. Un petit peu plus haut, Vitinha était plutôt le 6 et Zaïre Emery et Kang In-lee, les deux milieux avancés. C'était plutôt vraiment du 4-3-3. Et même sur phase défensive, quoique peut-être un petit peu plus du 5-3-2 sur phase défensive, tellement Barcola était bas pour faire face disons, au positionnement très haut de Wolf ici, qui grimpait aux côtés de Karim Adeyemi, de Marco Reus, de Brandt, de Bino Gittens, Füllkrug. Le Borussia Dortmund alignait un 11 extrêmement offensif. En l'absence de Chan, de Zabitzer, de Nmecha, un seul vrai milieu central, sinon Julian Brandt, qui peut l'être aussi, était plus haut aux côtés de Marco Reus sur un poste de milieu avancé. Et voilà grosso modo à quoi ressemblait Dortmund. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est, on le voit donc, ces systèmes, ils sont plutôt fidèles à ce qu'il y avait sur le terrain. On voit ici une ligne de 4 pour Paris et un milieu en 3, un peu classique barcelonais, classique Luis Enrique, avec Vitinha plus bas que Kang In-lee et que Warren Zaïre-Emery. Et Dortmund aussi un petit peu comme sur le papier, en 4-2-3-1, avec Marco Reus en 10, avec Adeyemi et Bino Gittens, les deux milieux excentrés, Füllkrug en pointe, Brandt et Özcan un petit peu plus reculé, ce qui nous donnait au milieu de terrain, je pense que c'était ça l'idée, une absolument égalité numérique et 3 milieux parisiens pris par les 3 milieux ou les 3 joueurs de l'axe côté Dortmund. Voilà ce que je dirais à première vue. On le voit encore une fois ici plutôt bien sur cette séquence où on a les milieux avancés qui sont un petit peu verrouillés par Brandt qui est très bas et au même niveau que Salih Özcan ici. Donc difficile pour le Paris Saint-Germain de se sortir de sa moitié de terrain. La pression de Dortmund leur a un petit peu compliqué la tâche. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce match, qui était vraiment très prenant dès le début, il y a eu un déluge d'occasions, mais aussi tactiquement, il se passait énormément de choses. Ce qui m'a marqué dans ce match, c'est que Dortmund a choisi un plan de jeu totalement différent de ce qu'ils avaient fait au match aller. Si on se souvient, match aller, le Paris Saint-Germain l'avait emporté 2-0 au Parc des Princes, c'était la première journée, grâce notamment à la pression, au nombre de ballons récupérés dans le dernier tiers par Warren Zaïre-Emery, par Manuel Ugarte, c'était ça au Parc des Princes, on s'en souvient. Et regardez comme Dortmund essaye de s'en sortir par du jeu court depuis sa base arrière, avec quasiment tout le monde qui est dans la moitié de terrain, Dortmund qui est dans sa propre moitié de terrain, même tout le monde, c'était Malen et Adeyemi, tout en haut d'un 5-3-2, défense à 5 pour Dortmund sur ce match. On le voit ici, hop, et les 3 milieux centraux. Ça, c'était l'approche à l'aller. Au retour, l'idée, vider totalement le milieu de terrain et jouer sur un gars qui n'était pas titularisé à l'aller, c'est Füllkrug avec du jeu long. Bon, ici peut-être, ok, c'est l'exception rapide parce que
comme il y a de l'espace et Kylian Mbappé sert pas trop, donc on avait à la base quand même Kolo Muani et Mbappé qui étaient censés un petit peu couvrir, gêner la première relance avec les deux centraux. Comme il sert pas trop sur Füllkrug, Kobel peut jouer par-dessus et ça m'inquiète tout de suite. Je vois une pression parisienne qui marche pas aussi parce que c'est pas vraiment possible que ça marche. Tous les joueurs de Dortmund et tous les offensifs sont tellement hauts, mais même le fait de voir Mbappé battu comme ça par Niklas Süle, bon, ça m'inquiète un petit peu parce que derrière il y a un ballon très dangereux qui est trouvé, il peut progresser. Lui, un défenseur central, il se retrouve là à 35 mètres, donne un ballon pour Füllkrug là pour le coup, qui dévie sur Marco Reus et c'est la première frappe du match au bout de 10 minutes. Elle est sortie par Donnarumma, mais il y avait un mouvement dangereux de Dortmund qui est passé de ça à ça en l'espace de 15 secondes et je suis un petit peu inquiet de ce que je viens de voir du Paris Saint-Germain. Encore plus quand quelques minutes plus tard, 4 minutes plus tard, il y a ça, cette densité axiale. Regardez tous les joueurs de Dortmund là à l'intérieur, c'est assez incroyable. Preuve de l'appétence qu'ils avaient, le dispositif extrêmement offensif et l'envie d'aller gagner ce match, en tout cas au départ. Incroyable de voir cette densité axiale et tous ces joueurs à caractère offensif, au point que ça c'est Mats Hummels, un central, le défenseur central gauche, ça c'est Niklas Süle, le défenseur central droit, mais regardez leur position et regardez l'appel de Niklas Süle ici, c'est assez extraordinaire. Et ouais, ça c'est ce que Dortmund cherchait à faire sur le premier quart d'heure, la première demi-heure, enflammer le plus possible ce match. Ça m'inquiète parce que la défense de la largeur, Bradley Barcola qui était un petit peu chargé de protéger ce côté gauche en phase défensive, on le voit ici, il est assez bas. Et bah il y a une grande fenêtre qui s'ouvre pour Niklas Süle, même c'est même pas lui qui va être servi, il va y avoir une passe à l'intérieur qui est trouvée par Mats Hummels pour Wolf qui est là à l'intérieur, lui sur le papier censé être le latéral, il est là à l'intérieur, il s'appuie sur Füllkrug qui a touché énormément de ballons dangereux dans les petits espaces, sur du jeu aérien on va en reparler, mais dans les petits espaces aussi, et il y a une énorme occasion, il faut un retour un peu musclé de Lucas Hernandez à la limite de la faute pour que ce tir passe à côté. Je vois ça, petite sueur froide pour les Parisiens là-dessus. Et donc voilà, on y vient. Ce que je voulais dire à la base sur le plan de jeu qui était choisi par Dortmund, comme on a dit, vider le milieu de terrain et procéder via du jeu long sur Füllkrug. Le pivot, le point de fixation et la tour de contrôle. Kobel ici, il n'y a pas de solution pour jouer court, mais c'est pas ce que cherche à faire Dortmund. On voit aussi que les milieux reculés de Dortmund, Özcan et Julian Brandt, bon, ils sont bien contrôlés par Kang In Lee et par Zaïre Emery, leur équivalent. Les milieux offensifs du Paris Saint-Germain, c'est très symétrique, les trois s'emboîtent sur les trois. Mais regardez Kobel, hop, qui va aller chercher, qui d'autre que Füllkrug, pour essayer de trouver ce ballon dévié. Et ensuite, dans le dos, la vitesse d'un Adeyemi, d'un Brandt aussi qui s'est projeté là. Et puis, il y a toujours Bino Gittens de l'autre côté, avec cette largeur à exploiter. Mais voilà, tout de suite, chercher Niklas Füllkrug et allonger, pas prendre de risques sur les phases de sortie, comme ça avait été le cas à l'aller, ça avait coûté très cher à Dortmund. On voit ici, Kobel à la relance, qui c'est ici, qui demande le ballon, qui lève la main, c'est Niklas Füllkrug, là, parce que c'est l'idée dès le départ pour Dortmund, jouer long, chercher les déviations de leur big man, qui était opposé à Skriniar, mais sinon, quand on regarde les potentiels défenseurs ou joueurs à la réception que le Paris Saint-Germain peut mettre dans cette zone, c'est des petits gabarits, on en parle depuis un moment, c'est une des faiblesses potentielles de ce 11 parisien, quant à Kang In Lee, quant à Vitinha, quant à Ugarte, et même les autres, Lucas Hernandez, c'est pas un central particulièrement grand, Marquinhos non plus, voilà, c'est un danger pour le Paris Saint-Germain qui peut être très vulnérable dans le domaine aérien. Et on voit Niklas Füllkrug, dans tout le match, il a gagné 6 duels aériens. 6 duels aériens, c'est énorme sur 7 joués. Donc, sur 8, pardon, parce qu'il y en a 7 offensifs et 1 défensif. Donc 6 duels aériens remportés sur 8 joués. Le record du match, Marquinhos qui était souvent dans sa zone est à 5, sinon c'est Skriniar à 3. Mais voilà, ça c'était le plan de jeu à la sortie, est très différent. Et donc match vachement intéressant là-dessus parce que je trouve le milieu de terrain est très vidé. Et Dortmund menaçant sur ces situations-là, où par exemple, encore une fois, Füllkrug, qui est ici, qui était un petit peu en décrochage, va trouver un ballon dangereux pour Adeyemi. Il y a du gros danger sur la largeur. Moi je vois ça, j'ai peur sur la largeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dortmund commit mais énormément. Regardez, il y a 7 joueurs quand même. Il y en a 6 qui sont devant le ballon, il y en a 7 qui sont dans le dernier tiers sur cette phase. Dortmund met énormément de joueurs dans son secteur offensif et dans ses phases offensives. Mais du coup, c'est presque un trade-off intéressant pour le Paris Saint-Germain parce que par contre, à la récupération, il y a d'énormes espaces à aller chercher. Et quant à Kylian Mbappé,
quand tu as Randal Kolo Muani qu'on voit ici dans le dos d'un Niklas Süle ou d'un Mats Hummels, ça peut faire très très mal. Et cette passe ici de Vitinha qui trouve Kylian Mbappé, ça aurait pu faire vachement mal parce qu'en plus on a parlé de Kolo Muani de l'autre côté, mais par exemple Barcola qui ici est venu à l'intérieur, si le ballon de Kylian Mbappé il était un petit peu mieux mis, c'est gros danger. Donc c'est une approche je trouve trop haut risque qui est joué par le Paris Saint-Germain parce que défensivement c'est assez limite et ça menace de craquer. Disons que le plancher grince à plusieurs reprises, mais par contre derrière quand ça ressort il y a de gros espaces à aller trouver. On le voit ici aussi même pour le coup sur une phase de relance classique, ça c'est assez dingue quand même que Dortmund concède ce genre de choses. Lucas Hernandez qui va juste adresser un ballon long, hop, dans le dos, ça c'est sur quasiment rien du tout. Dans le dos pour Kylian Mbappé qui va aller se créer cette énorme occasion où il bat Kobel et derrière son ballon est sorti miraculeusement par Niklas Süle qui fait un retour salvateur. Kylian Mbappé pourrait dire comme Pelé à propos de Gordon Banks, j'ai marqué un but mais Niklas Süle me l'a arrêté parce que ça c'est le geste du match à ce moment du match et ça va pas être le seul parce que le Paris Saint-Germain va enchaîner quantité d'occasions franches dans un début de match vraiment foufou, mais ce tacle de Niklas Süle il rapporte des points. Il rapporte des points que Dortmund aurait pu perdre ici parce que c'est aussi Süle qui est battu sur cet appel dans la profondeur, cette ligne qui est quand même relativement haute, bloc à peu près médian haut, mais qui était un petit peu passif, c'est la pire des choses sur ce dégagement de Lucas Hernandez, cette ouverture de Lucas Hernandez. Et donc Kylian Mbappé sincère. Moi ce qui me fait marrer là-dessus, c'est regarder la réaction là de Luis Enrique. Si on zoome sur lui, j'ai regardé un petit peu, j'aime bien quand ça joue côté entraîneur, côté bord de terrain, on peut voir un petit peu la réaction des entraîneurs et ça nous donne des indices sur à quoi ressemble le match tactiquement. Il est dégoûté, il se retourne, il est fou de rage que Lucas Hernandez ait joué ce ballon long plutôt que chercher à mettre un petit peu de contrôle dans le match, signe que peut-être c'est pas exactement la tournure, le match prend pas exactement la tournure qui était quand même envisagée à la base par le coach. Si vous revoyez cette action, il érupte, il rentre en grande colère. Mais au bout, il y a une énorme occasion, comme quoi les entraîneurs n'ont pas toujours raison là-dessus. Ça aurait pu rapporter très très gros pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Encore une fois, ici, typiquement, on voit avec l'orientation des corps que c'est une phase de récupération. Le ballon a été récupéré il n'y a pas longtemps. Et il y a une grosse transition à jouer. Kang In-lee met un ballon très très intéressant là, sans qu'il ait fait un énorme match. Ça, pour le coup, c'était vachement bien joué. Je trouve que c'est assez esthétique aussi. Mais un ballon dangereux. Kylian Mbappé qui était axial donc avec Barcola et Kolo Muani sur les deux côtés. Je ne suis pas hyper fan de ce positionnement, je pense qu'on va en reparler. Mais là, sa déviation, elle permet d'alerter Barcola dans la profondeur. On le voit, cette ligne-là. Je pense que c'est Wolf qui est revenu ici, mais il y a Süle, il y a Hummels. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Et Dortmund peut souffrir sur ces moments-là. C'était effectivement Wolf. Kylian Mbappé va essayer de dédoubler à l'extérieur. Moi, je pense que sur ce moment-là, Barcola a suffisamment d'espace face à des joueurs qui ne sont pas extrêmement rapides. Suffisamment d'espace pour aller se l'emmener et essayer d'aller finir côté gauche, pied gauche, directement, mais il ralentit volontairement sa course dès le début pour pouvoir revenir sur son pied droit et enchaîner, ce que je comprends aussi parce qu'il n'a pas un très bon pied gauche, mais peut-être qu'avec un meilleur pied gauche il s'offrirait un petit peu plus de possibilités. En tout cas il revient, va enrouler, ça heurte le montant. Encore une énorme occasion, coup sur coup en 3 minutes. Le PSG, je ne les ai même pas toutes mises sur cette première mi-temps parce qu'il y en a eu vraiment, je pense, 6-7 faciles des franches et genre 2-3 pour Dortmund aussi, 3-4 peut-être pour Dortmund. Ça a été une sacrée première période. J'ai eu peur de revoir le même scénario que contre Newcastle avec le manque de qualité à la finition. En vrai, c'est un petit peu ce qu'on a vu quand même. Le Paris Saint-Germain doit finir ce match à, je pense, 3,5 XG, pas loin, un truc comme ça. Ils étaient à 2 à la mi-temps. Ils auraient dû marquer plus de buts. Et surtout, ils auraient dû marquer vite le premier, puis le deuxième sur cette première période, où ils ont eu les occasions pour le faire. Parce que derrière, moi, je vois Paris qui continue à souffrir. Et même en seconde, ça a été la même chose, qui continue à avoir des moments où, défensivement, tu sens que il y a un petit peu de pression, ça stresse un petit peu. Mais à la récupération, c'est hyper dangereux. Donc c'était vraiment ce trade-off sur ce match où je trouve que Paris c'était fébrile derrière. Tu sentais qu'il y avait de la crainte et Dortmund pouvait être très menaçant à l'intérieur, aussi sur la largeur. On voit un Barcola par exemple obligé d'être au même niveau que la ligne de 4. Mais par contre, à la récupération, quand il y a une passe qui aboutit pas pour Dortmund par exemple, comme celle d'Adeyemi ici, bah gros danger. Et Kylian Mbappé là il met un ballon extrêmement
tranchant dans le dos de la ligne pour Kolo Muani qui réussit une de ses bonnes choses techniques du match. Il n'y en a pas eu beaucoup, j'étais un peu déçu de la performance de Randal Kolo Muani, un peu dans la foulée quand même, dans la lignée de son début de saison. Pour moi, je vais le dire, il est une des déceptions du début de saison du Paris Saint-Germain. Après, c'est encore tôt, on va pas juger tout de suite. Mais si je devais faire une de mes déceptions du début de saison du PSG, ouais, je pense qu'il serait dedans parce qu'il y a vraiment beaucoup d'approximations techniques. Mais tout ça pour dire que là, la prise de balle est excellente. La prise de balle pour battre Mats Hummels et en plus le mettre à l'amende derrière parce que sur l'accélération, il le dépose. Je pense que Hummels est un petit peu traumatisé du carton rouge qu'il a pris contre Leipzig dans une position relativement similaire l'autre jour. Je pense que c'était sur Poulsen, ce week-end en tout cas exclu. Il lève les bras, ok, il va pas faire faute cette fois. Mais je suis déçu de la finition de Kolo Muani qui met le pied droit. Je pense pas que ce soit le bon geste. Il rate un petit peu son extérieur. Ça finit au ras du montant. Mais voilà, encore une fois, une énorme occasion pour le Paris Saint-Germain qui aurait dû prendre les devants dans ce match. On le voit ici encore une fois. Typiquement, sur cet appui, ça peut être très dangereux si la remise de Bino Gittens elle aboutit pour Füllkrug. Le Dortmund s'est bien déplacé à l'intérieur du jeu et est menaçant dans l'axe. Mais comme la remise elle est un petit peu trop longue, hop, ping-pong. Il y a tout de suite une transition à jouer. Et ça aurait pu être extrêmement dangereux si Kolo Muani réussit son contrôle orienté. Il le rate vraiment. Et en plus derrière, il fait le mauvais choix en essayant d'alerter Kylian Mbappé sur une course de centre vers excentré vers côté. Alors que Barcola est allé à vitesse grand V là. Et il y a vraiment le ballon ici à mettre, clairement. C'est ça qu'il faut faire. Mais en plus, ça passe non seulement, c'est pas la bonne, mais elle aboutit pas. Elle est coupée par Mats Hummels parce que le contrôle orienté était mauvais, parce que la passe était mauvaise. Et c'est vraiment très frustrant de ne pas avoir assez bien joué cette transition. Kylian Mbappé, je ne suis pas un grand fan de sa présence dans l'axe. Il y a des moments, notamment en seconde période, où j'ai envie qu'il soit alerté en bout de chaîne sur le côté gauche, comme il est tellement dangereux dans ces situations-là. Mais je vais dire qu'il a quand même eu des moments de playmaker sur les transitions offensives, même si je pense que j'ai quand même plus envie de le voir lui à la finition. Mais sur les transitions offensives, comme là, cette récupération, Zaïre Emery qui met un petit ballon, et il a montré des qualités, je veux dire, dans la transmission. On a montré celle pour Kolo Muani tout à l'heure, celle-ci aussi, elle est parfaite dans le dos, très bien dosée. Il a une vraie qualité de passe, c'est sûr. C'est juste que c'est pas sa qualité première. Je pense il serait mieux exploité dans un autre registre. Après, c'est une très bonne passe. Kolo Muani, le contrôle est pas bon. Malheureusement, il bute encore sur Kobel, à l'image de sa première période où il y a eu techniquement trop d'approximations sans doute pour espérer quoi que ce soit. Même si là, il y a peut-être un petit contact. Il y a eu 2 contacts Kolo Muani dans la surface où ça aurait peut-être pu donner penalty. Et ils n'ont pas été revus en temps réel. On n'a pas eu les ralentis. C'était la réalisation allemande. Je crois que là-dessus, il n'y a rien. Je crois que là-dessus, il simule parce que je vois pas trop de réaction, même de Kylian Mbappé. Il pointe vite fait, puis pas grand-chose. Kolo Muani se plaint pas trop. Donc je pense qu'il simule et je pense que ça lui coûte le deuxième. Ou par contre, je suis plus proche de dire qu'il y a penalty. En seconde, on va en reparler. Ça finit 0-0 à la mi-temps. C'est inquiétant parce que dans l'autre temps, Newcastle a ouvert le score via Joe Linton. J'étais en double écran contre l'AC Milan et passe devant le PSG à la différence de but particulière. 8 points pour eux. L'AC Milan est dernier à 5 unités. Mais ça va pas se terminer de cette manière. Heureusement pour le PSG qui aurait pu sinon vraiment regretter son excellente première période sur le volume d'occasions générées. 2,06 XG pour 0,78 en face. Ça a grincé parfois derrière, mais ils se sont créés tellement de très grosses occasions qui devraient être devant à la pause 2-1, 1-0, quelque chose. Mais ils auraient dû faire plus avec ce qu'ils ont eu et ça c'est clair que c'est une alerte pour ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Kylian Mbappé, on parlait un petit peu de ses qualités de playmaker à la passe, même si c'est pas mon registre préféré pour lui. Il a encore donné, honnêtement, il peut finir avec un triplé de passes décisives ce soir. Si les occasions vont au bout, au retour des vestiaires, il donne un excellent ballon là pour Achraf Hakimi, qui contrôle, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais peut-être pas pour se la mettre sur son pied gauche, peut-être plus pour se la mettre sur son pied droit et pouvoir finir plutôt que se l'emmener vers Mats Hummels. Après, c'est peut-être pas ce qu'il cherche à faire, mais le PSG est un petit peu trop emprunté dans la zone de vérité. Tu sentais que la patte tremblait un petit peu et qu'il y avait une forme de blocage psychologique, quand même, un petit peu comme contre Newcastle, quand t'enchaînes autant d'occasions et pourtant on sentait pas une attitude, un esprit un peu tueur, où il y avait un petit côté anesthésié, je trouvais, dans la surface. Et dommage parce que là c'est très grosse occasion. Et du coup Achraf Hakimi qui malheureusement rate cette grosse occasion 2 minutes plus tard, erreur qui coûte le but de l'ouverture du score à Dortmund. Et là je me prends la tête entre les mains, je me dis c'est pas possible, t'as fait autant, t'as créé autant et ça va venir encore d'une grosse erreur défensive largement évitable, d'un moment où tu sens que la tension a pris le dessus sur Hakimi.
dont la passe est trop facilement coupée par Bino Gittens, mais faut souligner la pression de Dortmund, qui obtient quelque chose grâce à sa ligne très très haute et grâce à sa pression. Mais ça, c'est pas normal. Et derrière Marquinhos, je suis très déçu aussi, parce que quand le ballon revient sur Achraf Hakimi, là, pour moi, sa position à Marquinhos, elle est catastrophique. Il doit anticiper, il doit lire le fait que c'est ici qu'il faut être, non seulement pour que Hakimi puisse jouer sur lui, parce que là, c'est pas possible, là, il sert à rien, mais là, il est tellement en dehors de l'action que s'il se passe ce qui va effectivement se passer avec un Hakimi pris en 2 contre 1 et que Dortmund gagne un ballon haut dans cette zone-là, il est battu. Il est d'emblée battu. Donc je crois que Marquinhos un petit peu freeze mental. Et ça, c'est ce que tu veux pas voir arriver. Malheureusement, Ben Sebaini prend le dessus. Tacle désespéré, mais contre-favorable. Ça arrive sur Füllkrug. Füllkrug qui a été excellent. Franchement, Füllkrug, pour lui, Dortmund mérite de finir premier, ne serait-ce que pour le match de Füllkrug, qui, avec beaucoup de lucidité, résiste au retour de Warren Zaïre-Emery, le bas, petit crochet, la passe bien sentie pour Adeyemi qui finit, mais Paris a donné ce but en manquant de lucidité et de sérénité sur cette phase de relance, un petit peu comme ce qu'on a vu trop souvent sur cette phase de groupe de Ligue des Champions, et même depuis quelques saisons maintenant. Un autre truc à corriger, voilà, je voulais le mettre en lumière encore une fois, ce positionnement de Marquinhos, je crois qu'il est vraiment trop problématique. Heureusement, Lucas Hernandez a été pas trop mal et il sonne la charge sur cette récupération-là, sur Wolf, parce que ça peut vraiment te faire chavirer ce but encaissé. Il la récupère là, lance Kang In Lee dans la profondeur qui va alerter Kylian Mbappé. Le but du Paris Saint-Germain vient d'un moment où Kylian Mbappé est côté gauche et fait une différence sur son vis-à-vis en 1 contre 1 côté gauche. Je pense que c'est quand même un truc dont il faut se rappeler. Il est quelque part ici sur le bout de la chaîne du Paris Saint-Germain. Souvent, le Paris Saint-Germain, le bout de chaîne, c'est pas l'axe, c'est le côté gauche quand Kylian Mbappé y est. Et ici, il va accélérer, il va centrer. Là, il a mis le PSG dans une position dangereuse, une position que le PSG, à mon avis, se serait pas procuré si on échangeait ici Barcola et Kylian Mbappé, et que tu avais Mbappé ici qui était un petit peu pris entre 2 centraux, et Barcola là qui n'a pas la même qualité pour faire des différences à l'arrêt, même s'il n'est pas trop mal non plus, mais quand même pas la même que Kylian. Son centre en retrait trouve personne et dévié soit par Barcola, soit par Matsumel, je suis pas sûr exactement, mais il revient dans les pieds de Warren Zaïre-Emery qui fait un bon contrôle orienté pour se l'amener et qui déclenche sans trembler. Ça heurte, égalisation donc but de Warren, ça heurte le haut du tibia je pense d'Adeyemi, et Kobel est un petit peu trompé parce que la frappe est juste ce qu'il faut dévier. Mais ce sera donc le but de l'égalisation, le deuxième et le dernier but de ce match. Heureusement pour Paris. Il était tellement important parce qu'avec la victoire de Milan dans l'autre match, victoire à la fin, une victoire de Milan et une défaite du Paris Saint-Germain auraient éliminé Paris. Milan aurait fini deuxième, ce qui aurait été assez dingue. Donc but très important, et à partir de ce moment-là, je pense que pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le Warren Zaïre-Emery show. On en parlait en tout début de saison, j'avais fait cette vidéo tout début de saison. Le joueur le plus important de la saison du PSG, pour moi, ce sera Warren Zaïre-Emery, celui à suivre. Et honnêtement, c'est un des meilleurs pronos qu'on a fait sur la chaîne depuis le début de saison, je pense. Captain Warren, tellement important. Son retour, il y a le but, mais il a été dans tous les bons coups derrière, les accélérations, les prises de balles entre 2 joueurs comme ça pour résister à la pression et s'en sortir. Magnifique. Sur cette action aussi, très dangereuse pour Paris, il est à la base. Voilà, là typiquement, je suis déçu un petit peu de voir Kylian Mbappé pas en bout de chaîne, en chaînon intermédiaire. Je pense que tu veux que Kylian Mbappé soit ici. Dans ce genre de situation, tu as envie que ce soit quelqu'un d'autre qui aille transmettre là à Kylian Mbappé pour réussir à avoir un 1 contre 1 dans une belle poche d'espace, avec de l'espace à attaquer. C'est dommage que ce soit Kylian Mbappé qui doive dévier et qu'on arrive à la fin sur Barcola là. L'avantage est passé, alors que si tu as un monde où tu donnes direct sur un Kylian Mbappé là lancé, tu peux faire très mal. À la fin, ça finit sur ça, avec un Barcola qui revient sur son pied droit, qui va aller donner un centre. Non seulement ça donne rien, mais en plus il était hors jeu à ce moment-là. Donc voilà, je pense que c'est un petit truc qui pourrait être rectifié. Je suis pas certain que Kylian Mbappé dans cette position centrale ce soit la meilleure chose. J'aurais bien aimé le voir ici, sur ce genre de ballon. On sait à quel point il peut faire très mal dans ce registre. Il a tellement de qualité d'élimination, mais aussi de fixation. Les défenseurs sont en panique face à lui quand ils sont sur le reculoir dans beaucoup d'espace, que ça peut même être suffisant pour, si tu le touches,
il approche sans avoir eu à faire de différence encore. Après, il rentre sur son pied droit, il peut faire très très mal, même extérieur de surface. Il a une bonne patte extérieur de surface, Mbappé. Donc je trouve ça dommage qu'il soit dans ce registre un petit peu trop axial, au risque de me répéter. Sinon, voilà, encore comme on l'a dit, le Zahir Emery, le spectacle Zahir Emery qui continue cette prise de balle déséquilibrée pour transmettre ensuite le petit ballon entre deux. Il trouve des espaces et des trous de souris que personne n'avait imaginé, magnifique. Ugarte va rentrer à la place de Kangini, on le voit ici. Ça va pas changer grand chose. Le Paris Saint-Germain continue à avoir de belles occasions. Hakimi va donner même le ballon du 2-1, ce qui était mon prono sur ce match. Malheureusement, Kylian Mbappé va conclure. Mais malheureusement, c'est retoqué pour un hors-jeu de pas grand-chose. C'est annulé par la VAR. Je pense que Kolo Muani, là, sur cette situation à la 82e minute, qu'il fait de la différence sur Schlotterbeck qui est entré, il est déséquilibré. On n'a pas revu l'action, donc dur de se prononcer. Mais je pense qu'il y avait un petit check à faire quand même. Parce qu'il passe vraiment dessus. Mais peut-être que la simulation en fin de première période, si c'est effectivement une simulation, peut-être que c'est ça qui lui coûte un petit peu plus de mansuétude ou de crédibilité aux yeux de l'arbitre. Donc voilà, ça va finir à un partout, notamment parce que Luis Enrique, à la 89e minute, avertit Hakimi que le score a été acquis dans l'autre match, que l'AC Milan mène à Newcastle. Il faudrait désormais 2 buts de Newcastle pour éliminer le PSG. Donc ça va jouer un petit peu à la passe à 10, plutôt tranquille. On voit Hakimi qui demande de stabiliser, de contrôler. Dortmund, ça leur va aussi parce qu'ils sont qualifiés à la première position en cas de 1 partout. Ils n'ont pas écouté le script ou lu le script jusqu'au bout parce qu'à la 92e, il y a une très très chaude alerte sur l'entrée de Joe Reyna qui bat Ugarte ici. Attention, gros danger, et qui va transmettre à Marco Reus. J'ai eu extrêmement peur là-dessus. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, le contrôle de Reus est un petit peu trop long, mais ça aurait pu être chaud. Ça aurait pu être très très difficile de concéder le but là et de donner la qualif à l'AC Milan. On voit ici Dortmund, les joueurs de Dortmund qui se prennent la tête entre les mains. Kylian Mbappé était déçu que le PSG fasse pas plus. Je peux le comprendre au vu de toutes les occasions qui ont été générées. Il est déçu un petit peu que le PSG laisse la fin de match en essayant de contrôler le tempo et joue pas tous les coups à fond parce que la qualif est assurée. Je le comprends parce qu'il y a eu tellement de situations pour marquer, pour gagner ce match, pour finir premier. Parce que lui, il vient d'avoir un but refusé par la VAR aussi, je pense que ça joue. Et je le comprends parce que même si cette seconde place, la qualif, c'était le plus important, pour la première fois de l'ère QSI, le Paris Saint-Germain aurait pu être éliminé en phase de groupe de Champions League. Ça aurait été quand même assez dramatique. Donc la qualif, oui, c'est le plus important. Mais ce qui est en face là, comme on a dit, Bayern, ça fait peur. C'est le plus probable en plus quand on regarde les probas. De pas grand chose, mais vu que certaines équipes peuvent pas s'affronter, Bayern c'est le plus probable, et je crois que City est l'autre plus probable. Donc voilà, Bayern, City, Arsenal, Real, Atleti. Je pense contre aucune de ces équipes, le PSG ne part favori, vu ce qu'ils ont montré pour l'instant. L'Atleti c'est quand même assez costaud. Contre la Real Sociedad peut-être, mais la Real Sociedad c'est pas facile du tout. Contre le Barça, c'est le Barça qui a perdu contre Antwerp là. Ce sera pas simple non plus, donc quoi qu'il arrive, ça va être un sacré 8e de finale. Et on en parlera lundi, on fera un petit live bien sûr pour le tirage, et on en parlera aussi dans une courte vidéo à la conclusion du dit tirage. Rendez-vous demain pour l'analyse de... Je pense qu'on va faire un petit récap Ligue des Champions, mais on va aussi parler des rencontres d'Europa League, de l'OM qui joue Brighton. Sacrée semaine pour les clubs français, le plus important, le RC Lens s'est qualifié en Europa. On en a parlé hier, on en a fait une vidéo. Le Paris Saint-Germain a son billet pour les 8e de Ligue des Champions. Et Marseille, Rennes sont déjà qualifiés pour la suite en Europa. Toulouse va peut-être les rejoindre. Je pense qu'ils vont les rejoindre. Je crois en le TFC. Il faudra vraiment un cauchemar, un drame pour qu'ils ne passent pas. Donc on pourrait avoir 5 clubs français encore engagés au printemps en Europe. Et ça, quand même, c'est beau. 6 avec le LOSC en conférence. Donc ça, c'est beau. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Et on va rester sur ce très bon point. Pas de première place pour le Paris Saint-Germain et peut-être pas de fin de première partie de saison totalement validée. C'était un petit peu l'enjeu qu'on soulignait dans la preview. D'un côté, la première place pour la première fois en 3 ans, la victoire à Dortmund, la qualif dans le groupe de la mort, ça aurait été quand même très très bien pour Luis Enrique et le début de ce nouveau projet. De l'autre, ce qui menaçait, c'était la première élimination en phase de groupe de Ligue des Champions de l'RQSI, et là ça aurait été le drame, là ça aurait été la crise. Donc c'est un peu entre les deux en fait, mais le plus important est acquis, ça fait kiffer. Rendez-vous très vite pour continuer à parler de Ligue des Champions, rendez-vous demain pour parler d'Europa League, et passez une très très bonne nuit, on se dit à bientôt, bisous.